Donc, bienvenue à cette série de conférences qui s'inscrivent dans le cadre des activités de l'équipe Réseau Proximité. Aujourd'hui, on a vraiment le bonheur d'accueillir Julie Ouellette avec nous. Julie qui va nous parler de la profession sage-femme. Donc, quand la vocation ne suffit plus, soutenir la rétention des sages-femmes par la formation et l'innovation. Julie est chercheuse postdoctorale dans l'équipe Réseau Proximité et dans le cadre de la chaire de recherche en sociologie du travail et des organisations de santé. Julie détient un doctorat recherche en sciences de la santé de l'Université de Sherbrooke et elle réalise actuellement un postdoctorat au sein de l'équipe. Elle a exercé comme sage-femme en milieu urbain et rural. Elle s'est engagée aussi récemment dans la fondation d'un réseau international des sages-femmes francophones pour la recherche. Et elle travaille présentement sur la gouvernance de la priorisation de la recherche en soins et services de première ligne. Donc, quelques petites informations techniques avant de céder la parole à Julie. Pour les personnes en ligne, on vous demande de garder vos micros fermés pendant toute la conférence. Et puis, pendant la période de questions, vous pourrez écrire vos questions dans le chat et Agathe, qui est la modératrice, pourra relayer vos questions. Donc, et je vous informe aussi que la conférence est enregistrée. Elle sera disponible sur la page YouTube de l'équipe Réseau Proximité. Alors, à toi la parole, Julie. Alors, bonjour à toutes et tous. Je suis très contente d'être ici aujourd'hui pour présenter ma conférence. Je tiens déjà à dire que je suis pas experte de la vocation professionnelle, mais mes résultats de thèse m'ont amené à considérer sa signification dans le contexte de la pratique sage-femme au Québec et surtout ses effets potentiels sur les sages-femmes et sur l'avenir de la profession. J'ai choisi l'image du bateau pirate dans une cabane perchée dans les arbres parce que je trouvais que ça représentait bien la conférence que je vais vous offrir aujourd'hui. La cabane dans les arbres, c'est chaleureux, c'est humain, mais c'est pas un bunker. Ça évoque un espace de proximité qui est fragile, une organisation qui dépend largement de celles qui la font tenir, un espace d'autonomie, mais aussi, comme vous voyez, le petit drapeau de pirate, c'est aussi une forme de résistance face à un système qui est dominant. Donc, je vais prendre le temps de vous lire ces trois phrases-là parce que ça soutient tout l'ensemble de la conférence. Donc, alors que l'Organisation mondiale de la santé affirme que 85% des grossesses et des naissances sont des processus normaux de santé et physiologiques, que la plupart des femmes et des personnes enceintes qui souhaitent un accouchement physiologique ou leur bien-être est aussi important que la sécurité. L'accouchement, c'est encore aujourd'hui la première cause d'hospitalisation, toutes causes confondues, autant au Québec qu'au Canada. Ici, je tenais à vous mettre une prise de position récente en 2026 de l'Organisation mondiale de la santé qui propose que les modèles sages-femmes évoluent. Dans le fond, que ce soit un processus de réorientation des systèmes de santé qui propose une alternative au modèle de soins actuel qui est considéré comme étant fragmenté et axé sur le risque, pour qu'on se dirige tranquillement, progressivement, vers des modèles de soins qui sont assurés et coordonnés par les sages-femmes, dans lesquels les personnes enceintes et les nouveau-nés reçoivent des soins qui sont équitables, centrés sur la personne, des soins respectueux, intégrés et de qualité, en collaboration au sein d'équipes interdisciplinaires. Donc, on va explorer aujourd'hui la profession sage-femme qui est encore méconnue de beaucoup de personnes. On va prendre le temps de vraiment explorer le contexte de pratique, le contexte d'organisation et aussi un peu d'histoire. Alors, qu'est-ce que les sages-femmes font au Québec? Suivi complet de grossesse prénatale, intrapartum, postnatal, soutien aux accouchements dans les trois lieux qui sont choisis par la personne qui accouche, soutien postnatal et à l'allaitement, contraception postnatale, vaccination périnatale, dépistage et prévention des infections sexuelles et des infections transmissibles sexuellement et par le sang, et aussi récemment des soins d'interruption de grossesse. Ici, je voulais vous proposer quelques comparaisons en rafale. C'est des choses qui se passent dans les pays à revenus élevés où est-ce qu'on peut comparer de façon similaire avec la profession au Québec. Donc, c'est des pays comme l'Angleterre, la France, par exemple, la Belgique, l'Australie, la Nouvelle-Zélande.
Donc, de façon principale, c'est une pratique sage-femme qui est surtout exercée en milieu hospitalier, selon une approche des soins qui est souvent fragmentée. Où est-ce que les sages-femmes travaillent selon un paradigme qui est davantage axé sur le paradigme biomédical? Parfois aussi, elles se retrouvent sous l'autorité d'un médecin. C'est pas la même chose dans tous les pays, mais dans plusieurs pays, ça se retrouve comme ça, au point où est-ce que on parle d'une déprofessionnalisation de la pratique, de la profession sage-femme. Il y a une perte d'expertise de l'accouchement physiologique. Il y a beaucoup de sages-femmes qui font de la surveillance des épidurales en milieu hospitalier. On note aussi une perte d'autonomie, une perte d'identité professionnelle. Dans les milieux où est-ce que les sages-femmes travaillent principalement en milieu hospitalier, c'est des sages-femmes qui offrent pas une garde. Ces sages-femmes-là, c'est bien documenté qu'il y a une perte de confiance dans leurs propres compétences, entre autres particulièrement pour favoriser l'accouchement physiologique. Et dans ces contextes-là, il y a beaucoup de sages-femmes qui quittent la pratique. Au Québec, c'est une pratique qui est quand même distincte, puis là, c'est pour ça que je voulais faire des comparaisons en rafale qui sont un peu grossières, mais qui viennent vraiment bien camper les principales distinctions. Donc, c'est une pratique principale qui est en maison de naissance. Donc, les sages-femmes travaillent, on va le voir plus en détail tout à l'heure, mais ils travaillent essentiellement en maison de naissance, selon une approche de continuité des soins. C'est un paradigme sous lequel elles exercent, donc c'est un paradigme holistique qui tient compte de l'ensemble de la santé globale des personnes, donc au niveau physique, psychologique, spirituel, par exemple. Le soutien à la famille aussi. C'est une pratique qui est entièrement autonome. Les sages-femmes au Québec n'offrent pas les services de surveillance pour les épidurales. Elles ont une forte expertise de l'accouchement physiologique, une forte identité professionnelle, peu d'intérêt jusqu'à maintenant pour des horaires de 9 à 9, 9 à 5 à l'hôpital. Elles offrent aussi une garde intensive qu'on va explorer un peu plus en détail tout à l'heure. Et aussi, dans ce contexte-là, les sages-femmes quittent aussi fréquemment la pratique. Alors, je tenais à vous présenter une définition du modèle sage-femme de continuité des soins. C'est des soins qui sont dispensés par des petites équipes de 2 à 3 sages-femmes qui sont de garde en alternance, 24 heures sur 24, donc au bout du téléphone cellulaire avec leur clientèle, tout au long de la grossesse, du travail, de l'accouchement et de la période postnatale, avec une orientation vers des soins spécialisés interprofessionnels si c'est nécessaire, donc dans des cas de consultation ou de transfert s'il faut en arriver là. Et ces soins interprofessionnels-là, c'est tout au long de la grossesse, donc prénatal, intrapartum et postnatal. Donc, dans une méta-analyse qui comprenait 18 533 femmes, où est-ce qu'on comparait le modèle de continuité des soins avec un modèle traditionnel avec médecin en milieu hospitalier. Donc, quand on fait cette comparaison-là, on note qu'il y a plus d'accouchements vaginaux spontanés, moins de césariennes, moins d'accouchements par forceps ventouse. C'est le même niveau de sécurité pour les bébés, pour les nouveau-nés. Une expérience des femmes et des personnes enceintes qui est plus positive et des coûts qui sont plus faibles pour les mêmes services. Pour ce qui est de la santé mentale des sages-femmes canadiennes, avec le modèle sage-femme de continuité des soins, qui est l'acronyme qui est juste ici, il y a 2 études principales qui ont été faites qui documentent ce phénomène-là. Et les résultats, c'est qu'il y a plus d'une sage-femme sur 3 qui vit de la détresse psychologique. 3 sages-femmes sur 4 vivent un burn-out modéré à sévère. 1 sur 3 envisage sérieusement de quitter la profession. Et le modèle de garde en continuité des soins, ça serait un des éléments centraux dans cette détresse-là. Pas que, mais surtout. Je voulais vous mettre quelques indications au niveau de la sécurité des accouchements hors milieu hospitalier parce qu'on n'en entend pas souvent parler, puis je souhaite vraiment informer la population. Donc, c'est vraiment à titre indicatif. Donc, il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites là-dessus, mais principalement l'étude de Birthplace in England en 2011, qui est une étude prospective vraiment intéressante, qui documente le fait qu'il n'y a pas de différence significative à la fois pour la mortalité, à la fois pour la morbidité périnatale
qui fait que même si c'est un accouchement à domicile, en maison de naissance ou un accouchement à l'hôpital, c'est le même niveau de mortalité. Ensuite de ça, qu'est-ce qui devient intéressant, c'est que pour ce résultat-là, on note 2 fois moins de césariennes, jusqu'à 3 à 4 fois moins de péridurales, 2 à 3 fois moins de forceps, ventouses et induction du travail, et 2 fois moins d'admission néonatale aux soins intensifs. Pour ce qui est des transferts de soins intrapartum, la majorité du temps, c'est pas urgent. Donc, c'est soit pour des péridurales ou un arrêt de progression du travail. Pour les personnes que c'est leur premier enfant, c'est 40% des personnes qui vont être transférées. Et pour les personnes que c'est plus d'un enfant, donc les personnes multipares, c'est 10%. Alors, je voulais vous parler de quelques événements marquants de l'histoire de la profession au Québec. Donc, en 1980, qui est un événement très marquant, il y a eu le congrès Accoucher ou se faire accoucher qui réunissait des milliers de personnes un peu partout dans le Québec, qui était un moment charnière où est-ce que la légalisation de la profession est devenue un projet de société au Québec. Donc, ça va avoir pris 15 ans à obtenir le début de des projets pilotes où est-ce que il y a eu une évaluation qui a été faite de la profession sage-femme au Québec. Ça a duré 5 ans et au bout de ces projets pilotes-là, il y a eu la légalisation de la profession, la création de l'Ordre des sages-femmes du Québec et la création du baccalauréat en pratique sage-femme à l'Université du Québec à Trois-Rivières. En 2005, il y a eu la légalisation de l'accouchement à domicile. Puis, tu sais, ça, c'est des dates que j'ai sélectionnées au hasard pour vous offrir un panorama large de toute l'histoire qui a été accomplie depuis ce temps-là. En 2013, il y a eu la reconnaissance de la discrimination salariale fondée sur le genre du tribunal en Ontario. Mais ici, on a eu un espèce d'équivalent de rétroaction salariale basée sur le genre qui avec la CNESST. Et en 2023, il y a eu la loi 15, où est-ce que les conseils sages-femmes, qui étaient les entités décisionnelles au sein des maisons de naissance, ont été transformés pour devenir les conseils des médecins, dentistes, pharmaciens et sages-femmes. Donc maintenant, elles font partie de cette entité-là qui est nouveau depuis la mise en place de la loi 15. Pour ce qui est de du contexte sage-femme au Québec, donc si vous prenez le premier rectangle de la pratique sage-femme, les sages-femmes au Québec travaillent exclusivement en continuité des soins au sein de 17 maisons de naissance qui, pour la totalité, font partie des CIS et des CIUS. En ce moment, au Québec, il y a environ 300 sages-femmes qui sont actives, donc qui pratiquent sur le terrain. Et les personnes qui souhaitent accoucher qui ont un suivi sage-femme peuvent choisir d'accoucher dans la maison de naissance, qui correspond à peu près à 75% des accouchements, en milieu dans le domicile des personnes, qui est autour de 23%, et 2% des personnes choisissent d'accoucher à l'hôpital. Il y a aussi l'Ordre des sages-femmes du Québec qui existe et le regroupement des sages-femmes du Québec, qui est l'association professionnelle. Au niveau de la formation sage-femme, aujourd'hui, c'est un programme de 3 ans. Au moment où est-ce que j'ai fait l'étude, c'était un programme de 4 ans et demi. Donc, j'ai fait mon étude en 2022-2023. Donc, il y a eu des changements depuis ce temps-là. Mais il y a un seul programme au Québec de baccalauréat qui est à l'Université du Québec à Trois-Rivières, qui gradue autour de 20 à 25 diplômés par année. Et ce chiffre-là aussi est appelé à changer pour augmenter dans les prochaines années. Il y a 70% du programme qui sont des stages, donc autour de 2400 heures, qui sont divisés en 5 stages différents, où est-ce que pendant les stages en maison de naissance, les 4 stages en maison de naissance, il y a une étudiante qui est jumelée avec une préceptrice. Et il y a aussi un stage qui est en milieu hospitalier. C'est des stages qui sont chacun approximativement de 12 semaines. En ce moment, au Québec, il n'y a pas de formation au cycle supérieur, donc pas de maîtrise, pas de doctorat en pratique sage-femme. Et c'est la même chose pour l'ensemble de la francophonie. Il y a par contre en France des maîtrises sage-femmes qui sont davantage axées sur la formation en pratique avancée, donc essentiellement sur des compétences cliniques. Mais il n'y a pas de maîtrise qui forme aux compétences en recherche dans la francophonie. Alors,
Il y aurait 43, selon le ministère de la Santé et des Services sociaux en 2025, il y aurait 43 des sages-femmes qui quitteraient la profession 2 ans après leur diplomation. Ce chiffre-là, par contre, est remis en question par l'Ordre des sages-femmes qui n'arrive pas tout à fait au même chiffre. Donc, c'est difficile pour moi de vraiment me prononcer sur ce chiffre-là, étant donné qu'on n'a pas les chiffres exacts. Mais selon le ministère qui reconnaît cette statistique-là, ça serait autour de 43 Aussi, très important, il y aurait 69 des sages-femmes qui ont des contrats à temps partiel, qui sont des équivalents de 28 heures par semaine, ce qui est donc un chiffre qui est quand même très élevé. Au niveau de l'organisation du travail, la très, très large majorité des sages-femmes au Québec ont un contrat exclusivement avec les CIS et les CIUS, où est-ce qu'elles travaillent selon un modèle qu'on appelle par caseload. Donc, pour une sage-femme à temps plein, elle doit assurer 40 suivis par année. Pour une sage-femme à temps partiel, c'est 32 suivis par année. Et puis, comme je vous ai dit tout à l'heure, elles sont jumelées en équipe de 2 ou 3. Donc là, lorsqu'elles sont de garde, c'est-à-dire environ 7 jours sur 14, 24 heures sur 24, elles ont la clientèle de leur propre clientèle et celle de leur coéquipière. Ce qui fait que pour une sage-femme à temps partiel, par exemple, elle est de garde 24 heures sur 24 pour 64 personnes. Étant donné qu'il y a une grande garde, souvent, elles font leur consultation prénatale et postnatale en même temps qu'elles sont de garde, ce qui veut dire que lorsqu'elles ont des accouchements, il y a beaucoup de déplacements de rendez-vous qui se fait pour cette raison-là. Et puis, elles effectuent beaucoup de déplacements à domicile, autant pour les accouchements, comme on a parlé tout à l'heure, que pour les consultations postnatales qui sont à domicile aux jours 1, 3 et 5. Alors, pour l'organisation du travail, le calendrier des consultations est le même que celui au niveau médical. Ce qui est important à comprendre aussi, c'est que la sage-femme principale fait les rendez-vous prénataux jusqu'à 36 semaines, puis après ça, il y a une alternance avec la sage-femme partenaire pour qu'au moment de l'accouchement, ça va être une des deux qui va être de garde, puis là, les personnes sont sûres d'avoir quelqu'un qui est connu, de confiance, ce qui rassure aussi les personnes qui accouchent. Et cette alternance-là va être jusqu'à la fin de la grossesse. À un accouchement, normalement, il y a 2 sages-femmes qui sont présentes, donc une des sages-femmes qui est connue et une autre sage-femme qui est de garde qui va être appelée au moment de la poussée. Ça, c'est des résultats qui sont issus d'une étude d'un comité paritaire auquel j'ai participé avec l'Association professionnelle et le ministère de la Santé et des Services sociaux, où est-ce qu'on a comptabilisé les heures de travail consécutives et imprévisibles qui étaient aléatoirement réparties le jour, la nuit et le jour, le soir et la nuit. Donc, quand une sage-femme assiste à un accouchement, dans 46 du temps, elle va faire des journées de 12 heures et plus. Dans 19 du temps, des journées de 18 heures et plus. Et dans 9 des journées de 24 heures et plus. Donc, tout ça, ça va nous permettre de contextualiser les résultats de recherche que je vais vous parler tout à l'heure. On est rendu. Alors, le projet de recherche s'intitule « L'expérience vécue de la professionnalisation des étudiantes sages-femmes au regard de l'accouchement physiologique en contexte de modèle de continuité des soins » et c'est une étude qualitative, descriptive, interprétative. Alors, pour ce qui est de la pertinence de l'étude, aujourd'hui, il y a un large consensus international pour favoriser l'accouchement physiologique. Mais depuis 30 ans, la réalisation de cet objectif-là n'est pas atteint. Si on prend un exemple frappant, le taux mondial de césarienne poursuit sa montée dépassant 30 alors qu'il devrait se situer autour de 15 selon l'Organisation mondiale de la santé. En ce moment, la quasi-totalité des sages-femmes sont formées dans les milieux hospitaliers au niveau mondial, selon le modèle de soins fragmentés, où elles partagent la responsabilité des soins avec les médecins. Il est reconnu que ce modèle-là a entraîné la déprofessionnalisation des sages-femmes. Ça veut dire, comme on a parlé tantôt, une perte de compétences pour favoriser l'accouchement physiologique, une perte d'autonomie et d'identité. Une des solutions qui est proposée par l'Organisation mondiale de la santé, c'est l'implantation de ces modèles de continuité-là de façon nationale.
On le sait que ces modèles-là, ça favorise l'accouchement physiologique, ça diminue les interventions et aussi, ça encourage l'autonomie professionnelle des sages-femmes. Par contre, l'implantation de ce modèle-là est lente, entre autres parce qu'il y a plusieurs sages-femmes qui hésitent à transiter du modèle de soins hospitaliers vers le modèle de continuité des soins. Elles craignent, entre autres, les difficultés de conciliation, travail-famille, engendrées par la garde intensive, mais aussi d'avoir à réapprendre les compétences intrapartum dans des environnements qui sont considérés comme à faible technologie. Alors, pour répondre à ces défis de transition-là, il y a plusieurs leaders sages-femmes internationales qui proposent de professionnaliser les étudiantes pour qu'elles puissent exercer directement selon la continuité des soins. Par exemple, en Australie, les sages-femmes qui graduent vont devoir travailler en milieu hospitalier avant de pouvoir appliquer sur des postes en continuité des soins. Toutefois, on ne sait pas vraiment ce qu'elles apprennent, ni c'est quoi les conditions optimales pour professionnaliser les étudiantes au regard de l'accouchement physiologique. Tout ça, ça demeure peu documenté. Et depuis 25 ans, le Québec, c'est l'unique endroit au monde où est-ce que les sages-femmes exercent et sont formées exclusivement selon la continuité des soins hors des milieux hospitaliers. Et pour moi, ça, c'était une spécificité qui constitue une opportunité unique pour mieux comprendre c'est quoi ce phénomène-là, qu'est-ce que les sages-femmes apprennent, comment elles sont transformées à travers ce processus. Alors, je suis diplômée comme sage-femme depuis 2014. J'ai été formée par les dernières sages-femmes pionnières qui précédaient la légalisation. J'ai pratiqué pendant 4 ans en milieu urbain et rural. Mon baccalauréat et aussi ma maîtrise en sociologie m'ont permis de me spécialiser en sociologie féministe du travail et aussi en sociologie critique de la science. Et aussi, j'ai eu des expériences vécues comme usagère qui ont enrichi ma compréhension globale de la pratique. Donc, ma thèse avait 2 objectifs principaux. Aujourd'hui, on va se concentrer sur le deuxième objectif. Le premier objectif, je vais le mentionner parce qu'on va quand même le couvrir brièvement. Donc, c'était de comprendre ce que les étudiantes sages-femmes apprennent pour favoriser l'accouchement physiologique et comment elles se trouvent progressivement transformées par ce processus-là. Le deuxième objectif, c'est d'analyser les barrières et les facilitateurs de ces expériences d'apprentissage et de ces transformations. Alors, au niveau de la méthodologie, j'avais plusieurs méthodologies, donc c'était une étude multiphase qualitative, mais la méthode principale, c'était les audiojournaux. C'était une méthode extraordinaire parce que ça permettait à la fois aux étudiantes et à leurs préceptrices qui étaient jumelées en diade de pouvoir décrire les apprentissages qui sont réalisés en temps réel directement après l'événement de l'accouchement qu'elles devaient commenter. Ça permet aussi de capter les processus réflexifs, les émotions qui sont directement vécues. Donc, c'était vraiment riche en émotions parce que justement, elle faisait les audiojournaux peu de temps après l'accouchement. Ça permet aussi de cerner l'évolution d'une personne dans le temps. Et ce que j'ai aimé par-dessus tout, c'est que c'est les personnes qui sont participantes qui sont au cœur de la construction. Donc, même s'il y avait un guide, un guide de questions à laquelle elles devaient répondre, c'est quand même les personnes qui choisissaient qu'est-ce qu'ils me racontaient de ce qu'ils vivaient. Au niveau du cadre conceptuel, c'est le cadre conceptuel sur la professionnalisation en contexte de formation initiale qui a été construit par professeur Marie-Lou Bellil à la Faculté de l'éducation de l'Université de Sherbrooke. J'ai choisi ce cadre-là parce que ça tient compte des apprentissages au-delà de l'approche par compétences, qui est souvent le socle des programmes de formation professionnalisants. Ça intègre 2 autres dimensions essentielles et interreliées entre elles, qui est l'appropriation de la culture professionnelle et la construction de l'identité professionnelle. Dans ce cadre conceptuel-là, on tient compte aussi que les programmes de formation et les conditions de travail dans lesquelles les stages cliniques se font, on a une vision systémique de ce phénomène-là, ce qui fait qu'on tient compte des contextes sociopolitiques, interdisciplinaires, professionnels, par exemple dans les maisons de naissance, et le contexte éducationnel au niveau des orientations pédagogiques ou des orientations curriculaires.
Donc, on va arriver au résultat pour les barrières et facilitateurs. Au niveau sociopolitique, les personnes qui faisaient les audiojournaux ont noté une influence négative des conditions de travail, mais aussi du modèle de soins. Il y a des problèmes majeurs qui ont été identifiés par ces personnes-là, donc autant par les préceptrices que par les personnes étudiantes. Donc, un manque d'options pour gérer la fatigue lors des accouchements, des heures de travail qui sont imprévisibles, la complexité grandissante aussi des conditions médicales des personnes qui accouchent et aussi la vasteté des zones géographiques qui sont couvertes par le choix du lieu d'accouchement. Donc, c'était une des complexités que les personnes mentionnaient. Les conséquences que ça avait, c'est l'intensification de la charge de travail, des pénuries récurrentes de sages-femmes et un impact notable sur le temps et la qualité de l'enseignement. Donc, ça fait qu'il y a comme une cumulation de cette influence négative-là parce que les étudiantes sont à même le stage, donc ils vivent les conditions de travail et ils vivent aussi ce que leur préceptrice vit, puis de la manière que cette relation-là est faite, ce qui fait qu'il y a beaucoup de sages-femmes qui ont de la difficulté à vivre avec ce modèle-là et ça se répercute sur l'enseignement aussi, autant en termes de temps et de qualité d'enseignement, comme j'ai mentionné. Un des facilitateurs, c'était les connexions qui sont bien établies entre les différentes institutions sages-femmes, donc au niveau de l'UQTR, au niveau de l'ordre, au niveau du regroupement, mais aussi un alignement avec les différents groupes de défense des droits reproductifs pour améliorer le modèle actuel. Donc ça, c'était une chose qui était nommée par les personnes participantes. Donc là, je vais prendre le temps de vous lire des verbatims qui ressortaient parce que je pense que c'était quand même très frappant. Donc, dans une de mes méthodes, qui était des discussions de groupe après les stages, il y a des personnes qui ont mentionné « Le modèle actuel n'est pas viable. La dévotion des sages-femmes me fait peur. La plupart des membres de l'équipe ont perdu beaucoup de plumes. Elles finissent par quitter la profession à moitié mortes. Les sages-femmes disent aux gens de prendre soin de leur santé avec un Red Bull à la main. Je trouve ça très difficile quand il n'y a pas de cohérence, mais c'est omniprésent. Je suis juste effrayée de voir l'équipe si épuisée. Alors, pour le contexte interdisciplinaire, au niveau des barrières, ce que je peux dire, c'est que le contexte interdisciplinaire, de manière générale, a été peu mentionné, mais il y avait quand même des thèmes qui sont ressortis. À la fin de leur stage en milieu hospitalier, les personnes étudiantes trouvaient l'expérience globalement enrichissante, surtout grâce au nombre d'accouchements auxquels les personnes étaient exposées. Ça leur permettait aussi de mieux comprendre les différents vécus des autres professionnels, infirmières et médecins. Par contre, il y avait plusieurs personnes qui nommaient que ça avait un impact sur leur propre perception de l'accouchement, donc une pratique qui est plus interventionniste. Et aussi, ça leur faisait perdre confiance dans l'accouchement physiologique. Elles ont aussi mentionné la pression du système de santé, que ça venait limiter leurs apprentissages de l'accouchement physiologique parce que ça poussait les femmes à accepter des examens qu'elles percevaient comme non essentiels. Pour ce qui est des facilitateurs, quand que les sages-femmes avaient des accouchements en milieu hospitalier avec leur clientèle, ça, c'était vraiment perçu positivement parce que c'est un moment pour les personnes étudiantes de s'affirmer dans la culture différente et de voir les frontières entre les différentes professions. Alors, il y a une personne qui dit « Je reviens de mon stage à l'hôpital. C'est facile là-bas de dire « On va aller voir ce qui se passe avec nos doigts. » Mais ici, en maison de naissance, j'essayais de me retenir. Il y a un côté de moi qui voulait en faire des examens vaginaux. Puis, mon autre côté qui disait, on n'a pas besoin de ça. Donc là, on voit l'ambivalence qui est vécue. J'ai allumé qu'on pourrait proposer des positions asymétriques à la place d'intervenir. Je veux vraiment privilégier mon ressenti puis mes observations. Alors, pour le contexte professionnel, les personnes étudiantes reconnaissaient vraiment l'importance de la diversité des pratiques pour leur développement, pour leur propre développement de compétences. Mais les personnes notaient une grande disparité au sein des équipes. Et les préceptrices n'évaluaient pas l'impact
de ces différentes disparités de pratiques-là sur les personnes étudiantes. Puis ça entraînait de la confusion, la peur de déplaire en agissant différemment d'elles. Aussi, et de façon très importante, les personnes notaient une culture de dépassement des limites et la fatigue était normalisée, ce qui ajoutait une pression supplémentaire sur les étudiantes, en plus des exigences académiques. Au niveau des facilitateurs, il y avait une culture de l'autonomie, mais aussi une gouvernance non hiérarchique dans les maisons de naissance. Puis ça contribuait pour elles vraiment à l'expertise de l'accouchement physiologique. Les maisons de naissance étaient considérées comme des sanctuaires de protection. Alors, pour ce qui est du thème une culture d'évaluer de l'auto-soin, il y a une étudiante qui dit il y a vraiment une culture de on va shamer les personnes qui vont plus prendre soin d'elles-mêmes. Tant que tu n'es pas en train d'être le tapis qui se fait essuyer dessus, à moitié morte, là, c'est comme si tu n'étais pas une vraie sage-femme. Mais c'est quoi cette culture-là? Pour ce qui est des facilitateurs, une informatrice politique, qui était une autre de mes méthodes que j'ai pas pris le temps d'aborder avec vous aujourd'hui, mais que par manque souci de temps, il y a une informatrice politique qui dit avec les maisons de naissance, les sages-femmes se sentent libres d'agir comme elles le font, parce qu'elles sont dans un espace protégé. Nous avons dû trouver des lieux et des mots pour exister et nous exprimer. Alors, au niveau du contexte éducationnel, pour ce qui est des barrières, il y a plusieurs étudiantes sages-femmes qui nommaient le manque de cohérence entre les exigences du programme et la philosophie des sages-femmes. Donc ça se traduisait au niveau d'un manque de soutien logistique, des exigences académiques trop élevées selon elles qui étaient simultanées au stage en milieu clinique, une rigidité des directives des orientations globales du programme et un rythme très intense comme des obstacles majeurs. Pour elles, le département sage-femme était censé incarner les valeurs de la profession et de la philosophie sage-femme et ce n'était pas le cas pour elles. Par exemple, il y a une étudiante qui dit le stress d'atteindre les quotas d'accouchement à l'université, c'est vraiment un obstacle à mon développement comme sage-femme. Je pense rien qu'à ça. Je n'ai plus aucun fun à être à l'accouchement parce que j'ai peur qu'il y ait un transfert et que je n'atteigne pas le nombre d'accouchements requis. Donc, quand il y a un transfert, c'est des accouchements qui ne comptent pas dans les nombres d'accouchements que les étudiantes doivent atteindre pour avoir leur objectif de stage. Ensuite de ça, au niveau éducationnel, les personnes étudiantes notaient une prédominance des connaissances biomédicales. Et pour elles, c'était fait au détriment des autres modes de connaissances. Au niveau des facilitateurs, il y avait vraiment une influence positive des stages prolongés en continuité des soins. Ça leur permettait vraiment de comprendre comment on travaille dans la continuité des soins avec leur modèle de rôle qui était la préceptrice. Et aussi, elles estimaient que la relation de confiance qui était établie avec les personnes enceintes en prénatal, ça favorisait, ça agissait comme un propulseur pour l'apprentissage des compétences intrapartum. Alors, pour ce qui est de la prédominance des connaissances biomédicales, il y a une étudiante qui dit « Nous devons être totalement fondés sur les données probantes médicales pour continuer d'exister. Sinon, nous allons simplement être écrasés par les autres corps de médecine. » Mais il y a quelque chose de plus qui n'est pas enseigné à l'université, c'est le sacré de la naissance. Les sages-femmes sont épuisées et n'ont plus le temps de faire de la place à ce sacré, seulement le temps d'être fondées sur des données probantes. Alors, ici, je reviens un peu à mon objectif 1 que je voulais résumer, mais que ça pourrait être l'objet d'une autre conférence parce que c'est quand même très, très riche et très, je dirais, un peu plus positif. Donc, ce qui ressort de l'objectif 1, c'est que c'est une professionnalisation qui est performante. Donc, on a vu tout à l'heure au niveau du cadre conceptuel qui comprenait les 3 dimensions. Au niveau de l'appropriation de la culture, les étudiantes y apprennent une manière d'accompagner qui est fondée sur l'autonomie relationnelle, mais aussi la confiance dans la physiologie.
Au niveau de l'autonomie relationnelle, j'ai trouvé ce concept-là parce que avec l'étudiant, la préceptrice et la personne enceinte, ça forme une triade où est-ce que l'autonomie des unes se renforce avec l'autonomie des autres, qui fait que c'est comme s'ils étaient en miroir de l'une de l'autre et cette autonomie-là est incarnée de façon relationnelle. Au niveau du développement des compétences, ben là, vous voyez l'image du iceberg. La très large majorité de mes résultats, des compétences qui sont décrites pour favoriser l'accouchement physiologique, c'est au niveau des compétences invisibles. Et pour ne nommer que quelques-unes, il y avait entre autres l'attitude de reconnaissance et les comportements capacitants. L'attitude de reconnaissance, si je peux la résumer, c'est vraiment une capacité multisensorielle des étudiantes, de ce qui est transmis, de ce qui est développé par les étudiantes pour vraiment reconnaître la force incroyable des personnes pour accoucher. C'est aussi de comprendre la reconnaissance de ce que ça fait l'événement de l'accouchement sur leur propre corps au niveau corporel, au niveau émotionnel et aussi au niveau cognitif. Et là, je pourrais donner plusieurs autres exemples, mais je vais m'en tenir à ça. Au niveau des comportements capacitants, ce qui est appris par les personnes étudiantes, c'est vraiment le transfert du pouvoir de l'agir, où est-ce que l'agir, finalement, qui est possédé par la sage-femme, quand on dit « Ah, mon médecin m'a accouché », par exemple, bien là, à ce moment-là, c'est un transfert du pouvoir d'agir que les étudiantes y apprennent pour justement que ce soit un événement d'empowerment pour les personnes, où est-ce qu'elles sont libres d'agir, libres de sentir qu'elles peuvent prendre le temps, par exemple. Puis ces comportements capacitants-là, c'est une multitude de choses que je pourrais parler dans une autre conférence. Ensuite, au niveau de la construction de l'identité, c'est une identité professionnelle qui est très, très forte et qui est fait intéressant, qui était marqué autant par la cohérence que par la résistance. Ça signifie que les personnes étudiantes vivent la plupart du temps un sentiment de cohérence dans la formation de leur identité. Elles sont en phase avec les valeurs qui sont pendant les événements de l'accouchement, les gestes cliniques qui sont posés, par exemple. Mais dans certaines circonstances, leur identité professionnelle se construisait aussi en se disant « Ah non, ça, quand je vais être sage-femme, c'est clair que je veux pas être de cette façon-là. » Donc, les journaux, il y avait beaucoup de récits de résistance qui leur permettaient tout autant de former leur identité professionnelle. Alors, oui, une professionnalisation optimale, mais qui est sous haute tension. On a vu que les stages en continuité des soins, la continuité du préceptorat, mais aussi l'environnement de la maison de naissance, c'est toutes des conditions gagnantes pour développer des compétences de haute qualité. Par contre, la garde intensive et l'imprévisibilité, l'incohérence qui est vécue entre la culture de l'autonomie relationnelle qu'on a vu tout à l'heure et la dévalorisation de l'auto-soin, les disparités pratiques et certaines incohérences avec la philosophie sage-femme qui sont décriées dans le programme. Et les pressions interventionnistes et la prédominance des conditions biomédicales, l'ensemble de ces barrières-là, ça provoque un continuum de désengagement professionnel qui commence déjà dès la formation, dans lequel les étudiants se projettent avec difficulté à long terme. On l'a vu aussi dans les résultats au niveau de l'attrition tout à l'heure. Alors, en ce moment, il y a un comité paritaire du ministère de la Santé et de l'Association professionnelle des sages-femmes qui ont produit un document dans lequel ils reconnaissent les difficultés qui sont vécues. La pratique sage-femme fait face à des enjeux d'attraction et de rétention de la main-d'œuvre. Bien que des projets de services de sages-femmes soient en cours dans presque toutes les régions du Québec, la majorité des services ont du mal à maintenir des équipes suffisantes pour assurer une croissance des activités. Donc là, il y a eu les états généraux sur la pratique sage-femme en novembre dernier et il y a plusieurs projets d'innovation qui sont en cours. On essaie de trouver c'est quoi ça pourrait être les solutions pour que ce continuum de désengagement-là s'arrête. Merci. Donc, 3 exemples d'innovation. Puis, il y en a plusieurs autres, mais c'est celle-ci que je pouvais mentionner aujourd'hui. Donc, en ce moment, le regroupement, les sages-femmes du Québec, ont proposé
aux différentes maisons de naissance d'instaurer une sage-femme d'accueil et d'évaluation, où est-ce que cette sage-femme-là serait de garde pour l'ensemble de la clientèle de la maison de naissance et qui ferait le relais avec la sage-femme principale dans le fond, elle ferait une première évaluation si la personne est en travail actif, si c'est une urgence, etc. Donc ça permet aux sages-femmes qui sont de garde d'être moins intensément de garde. Ce qui fait que si une personne est en latence, par exemple, ben, elle va quand même probablement dormir sa nuit et ça facilite la conciliation travail-famille dans ce cas-là. Il y a aussi nouvellement et de plus en plus des soins d'interruption de grossesse où est-ce que certaines sages-femmes dans les maisons de naissance vont diminuer leur caseload. Donc, il va y avoir un nombre d'heures attribuées à ce type de service-là, où est-ce que les sages-femmes vont justement avoir moins de clientèle et offrir le service d'interruption de grossesse, ce qui aussi diminue pas la quantité de garde, mais diminue l'intensité de la garde comme telle. Et finalement, des cliniques d'allaitement dans les maisons de naissance. Donc, il y a quelques maisons de naissance au Québec où est-ce qu'il y a des sages-femmes qui font des certifications en IBCLC, dans le fond, pour devenir consultante en allaitement. Et puis, il y a des cliniques qui sont faites à même les maisons de naissance où les équipes sages-femmes relaient les dossiers qui sont plus complexes à la sage-femme qui a cette certification-là. Et puis, il y a même des personnes qui peuvent aller faire des séjours pour améliorer l'allaitement à ce moment-là. Alors, en conclusion, si on sortait de la vocation, j'essaie de penser à des axes possibles parce que ça ferait l'objet de mon post-doctorat finalement, advenant que je sois financée. Des idées que je veux vous proposer aujourd'hui, c'est comment on fait pour penser une continuité qui n'est pas seulement prénatale, perinatale et postnatale, mais qui est une continuité qui est axée sur des soins sexuels et reproductifs tout au long de la vie des personnes. Un autre axe possible, les rôles professionnels élargis en complémentarité du caseload, tant au niveau de la formation que de la pratique. C'est des choses qui vont devoir être mises en place pour la suite de la profession. Ensuite de ça, des partenariats de recherche avec les milieux de pratique, non seulement pour comprendre les trajectoires d'engagement des personnes sages-femmes qui passent du modèle par caseload vers des innovations sages-femmes, mais aussi pour trouver c'est quoi les indicateurs qui favorisent la création de la valeur au niveau des innovations des sages-femmes. Ensuite de ça, évidemment, l'évaluation et la mise à l'échelle des innovations. Et je finirai en disant une culture du leadership, mais aussi une culture de la sororité qui est essentielle dans notre profession. Voilà, merci.